C'est une bonne question. Il faut remonter un petit peu en arrière pour y répondre, mais je vais y répondre. D'abord, le libéralisme, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ça n'est pas une doctrine économique. C'est une doctrine juridique. C'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi. Il n'y a pas une loi pour les faibles et une loi pour les forts. Et ensuite, ça garantit le droit de propriété. Donc, ça n'est pas une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. Elle est apparue au début, à la fin du XVIIIe en Angleterre, de façon assez claire, avec Locke, dont le portrait est ici d'ailleurs, et curieusement, donc les Anglais ont commencé à faire ça au moment de ce qu'on appelle la glorieuse révolution de 1689, un siècle avant la nôtre, où ils ont viré les Stuarts. Et à ce moment-là, ils ont commencé à faire ça, et l'impôt est devenu la prérogative du peuple. C'est-à-dire que, grosso modo, l'impôt, c'est la base de la démocratie. Le vote de l'impôt, c'est la base de la démocratie. Bon. Une fois que vous avez eu ça, un siècle après a commencé la révolution industrielle, ou même avant. Donc, si vous voulez, la révolution industrielle est une conséquence de la révolution juridique qui a eu lieu. Et cette conséquence a amené à tout ce qu'on connaît, le marché. Et très curieusement, le libéralisme s'est transformé ensuite, en particulier en France, en une espèce de série de recettes de cuisine pour, essayer de créer la croissance. Mais ce n'est pas du tout une série de recettes de cuisine. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir le droit de propriété, l'égalité devant la loi. Par exemple, les Suisses ne le savent pas, mais ils sont libéraux depuis toujours. Le PIB est toujours, le poids de l'État dans l'économie est toujours à 30% de l'économie. Et à ma connaissance, les Suisses ne meurent pas de faim dans la rue. Ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde, ils n'ont pas de déficit extérieur, ils n'ont pas de déficit intérieur, ils ont la monnaie la plus forte du monde. Et personne ne prend jamais l'exemple de la démocratie suisse, qui est une démocratie directe, comme une façon de régler les problèmes. Ce qui nous amène à la deuxième question, est-ce que la main invisible résout le problème? Je ne sais pas si elle résout le problème, mais je sais que me disait un de mes professeurs quand j'étais en fac à Toulouse, à tout moment, une société a le choix entre la main invisible ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Et il n'y a pas de différence, il n'y a pas de troisième voie. Ou vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Staline, ou vous avez la main invisible. C'est-à-dire, vous laissez les gens prendre des décisions qui les concernent librement, ou vous savez mieux que ce qu'il faut, et à ce moment-là, ça ne marche jamais. Prenons un exemple parfait, la main invisible. Si vous demandiez aux Français aujourd'hui, est-ce qu'il fallait signer les accords de Marrakech, il n'y en a pas un qui dirait qu'il faut les signer. Mais on a un homme qui pense qu'il sait mieux que tout le monde. C'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. C'est de prendre le contrôle de l'État pour imposer aux autres vos propres idées. Le propre de l'État, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime. Donc, à partir du moment où vous avez les gendarmes avec vous, vous pouvez forcer les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas sans ça. Donc, les choix ne sont plus libres. Et à partir du moment où les choix sont plus libres, la qualité de la décision baisse, puisque dans un échange libre entre vous et moi, là, si je décidais de vous vendre quelque chose et que vous me l'achetiez, si on le fait tous les deux librement, notre satisfaction à nous augmente. Vous d'avoir acheté, moi d'avoir vendu. Tandis que si on vous force à acheter des choses que vous n'avez pas envie d'acheter à des prix qui ne sont pas des prix de marché, eh bien à ce moment-là, si vous voulez, votre satisfaction baisse. Vous êtes fâché, quoi. C'est une question très difficile parce que c'est là où il y a beaucoup de différences entre les différents libéraux. Si vous voulez, vous avez même une série de cinglés qui s'appellent les libertaires qui pensent qu'on pourrait vivre sans État. Mais un monde sans État, on le connaît, c'est la Sicile, et c'est celui qui a la plus grosse massue qui gagne. Donc c'est pas du tout satisfaisant, en particulier pour les faibles. Il ne faut jamais oublier que la loi, c'est la protection des faibles, si elle est égale pour tout le monde. Donc un système où la loi règne, c'est un système où les faibles sont protégés. Donc ça, c'est une chose importante. Une autre chose qu'on doit dire à ce niveau-là, c'est quel est le rôle de l'État? D'abord, il y a le domaine régalien, c'est la sécurité. Il faut que chaque citoyen se sente en sûreté. En sûreté contre les dangers extérieurs, en sûreté contre les dangers intérieurs, les crapules, les escrocs, etc. Il faut que la justice soit rendue, encore une fois, et de façon équitable pour tous. Et puis, le cas échéant, on peut aussi pas confier à l'État les problèmes de relations avec les autres pays, la diplomatie. Donc les domaines régaliens, la justice, la police, l'armée et la diplomatie, ça me paraît... Là, je crois qu'il y a assez peu
de difficultés là-dedans. On pourrait faire remarquer à ce moment-là que d'ailleurs la plupart de ces prérogatives régaliennes sont mal exercées aujourd'hui en France. On a une police qui marche, qui fait ce qu'elle peut, mais enfin elle n'est pas vraiment aidée. On a une diplomatie qui n'existe plus, puisqu'on a tout affermé à l'Europe. En fait, on a une justice qui a décidé que les innocents étaient coupables et les coupables étaient innocents, donc là ça marche moyennement. Et une armée, il nous reste une toute petite armée, on est laissé en Europe. Et donc on se retrouve dans une situation un peu difficile. Donc on ne peut pas dire que le côté régalien a été bien assuré par un État qui préempte une série de recettes comme jamais dans l'histoire de France, quoi. Donc remarquons que l'État, quand il se met à faire autre chose, en général, fait mal ce qu'il devrait faire, quoi, ça. Pourquoi le régalien? Parce que c'est des endroits où je crois qu'il ne peut pas y avoir de marché. Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir des polices privées. Vous n'allez pas avoir une justice privée, parce qu'à ce moment-là, la loi n'est pas la même pour tout le monde. Vous n'allez pas avoir une armée privée. Une diplomatie privée, ça paraît curieux. Enfin, donc, quelque part, il existe quelque chose qu'on peut appeler l'intérêt général ou le bien commun. On a donné des tas de noms à ces choses-là. Et le premier devoir de l'État, c'est d'être sûr que ce bien commun peut être exercé sans qu'il y ait intervention de gens malfaisants, si vous voulez. Bon, ça, c'est... Alors, après des années de réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un autre domaine régalien, c'est celui de la monnaie. Question que je pose souvent aux gens quand ils s'intéressent à ce que je pense, c'est que je leur demande toujours pourquoi la monnaie a de la valeur. Aristote, au début, a dit que la monnaie, c'était parce que c'était rare, c'était l'argent métal, mais c'est une idée aussi, parce que pourquoi vous accepteriez quelque chose qui coûte très cher à produire et qui ne sert à rien? Donc Platon a trouvé la bonne solution, il a répondu que la monnaie, c'était une convention. On l'accepte parce que c'est pratique. Et puis le Christ a dit un autre truc qui est tout à fait génial. Le Christ, on lui a présenté la pièce, vous savez, la pièce de monnaie, et il a dit qu'est-ce qu'il y a sur cette pièce de monnaie? On lui dit il y a César. Il a dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que la monnaie, c'est César. La monnaie, c'est l'État. Et pourquoi la monnaie, c'est l'État? Parce que pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des impôts pour payer les fonctionnaires, les fonctions régaliennes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça veut dire qu'une nation, qu'est-ce que c'est? Comme disait Renan, nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et donc, quelque part, la monnaie, la nation, l'État, c'est l'expression d'une population de vouloir vivre ensemble et d'accepter de payer des impôts au travers de cette monnaie. Mais prenez l'exemple de la France et de l'Allemagne. La France, depuis toujours, depuis à peu près tout le 19e et au 20e, a toujours eu beaucoup plus de fonctionnaires que l'Allemagne. On en a 10% de plus pour 100 000 habitants que l'Allemagne. Pardon, 70% de plus que l'Allemagne. On a beaucoup plus de fonctionnaires. Ben, ça fait partie de l'espèce de contrat social en France. On aime avoir des fonctionnaires. Ne me demandez pas pourquoi, moi je ne suis pas là pour en juger, c'est le cas. Mais qui paye les fonctionnaires? C'est le secteur privé, personne d'autre. Donc le secteur privé, quand il rentre en compétition avec une des Allemands, il a un coût sur le dos, en quelque sorte, qui est de quasiment 10 points de PIB de plus que l'Allemagne. Quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », dans lequel je disais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, nous y sommes, on a trop d'usines en Allemagne, on en a pas assez en France. Et c'est une imbécilité de l'euro, c'est un système qui diverge naturellement. Un système qui diverge naturellement explose toujours. L'euro, c'est un petit peu comme si un fabricant de chaussures décidait qu'il allait faire des économies en faisant que du 42, quoi. Et si vous faites du 45, ben, vous avez du mal à crapahuter. Si vous faites du 38, ça flotte un peu. Donc la réalité, c'est que le taux de change, comme le disait Rueff, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. Ce qui est une très belle formule. Bon, l'égout collecteur de droits non gagnés, si les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus, j'ai rien à dire. Moi, c'est un choix de civilisation. Et quelque part, beaucoup de gens viennent passer leurs vacances en France et peu vont en Allemagne. Donc c'est peut-être que vivre en France est plus agréable que de vivre en Allemagne parce qu'il y a ces gens qui sont là,
qu'ils font du boulot ou pas, j'en sais rien, mais l'essentiel, c'est que les Français se sentent à l'aise avec ça. Mais vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, parce que la seule façon pour les entreprises françaises de rester concurrentes avec les entreprises allemandes, c'est que le taux de change s'ajuste avec le temps. Les Français travaillent beaucoup mieux que les Allemands, sont beaucoup plus intelligents, mais il y a des limites, quoi. Il y a des limites, et donc quand vous prenez le nord et le sud de l'Italie, ben, le nord de l'Italie travaille aussi bien que les Allemands, si ce n'est mieux. Le sud de l'Italie, ils ne font pas grand-chose, on le sait. Donc il y a des transferts massifs qui se passent. Autrefois, on transférait des lires, donc on dévaluait la lire de temps en temps, et les gars dans le sud, bah, ils avaient ce qui restait, quoi. Mais maintenant qu'on transfère des Deutschmark, ben, tout le nord de l'Italie est en train de sauter. Donc si vous voulez, la monnaie, c'est à mon avis un droit régalien. Vous ne pouvez pas avoir une nation indépendante sans une monnaie qui correspond à ses faiblesses et à ses forces. Prenez l'Allemagne, on sait très bien qu'ils travaillent très bien, qu'ils sont disciplinés, sont des Allemands et tout. Ils n'ont pas d'enfants. Dans 30 ans, il n'y aura plus d'Allemands. Il y aura des migrants, mais ce ne sera pas des Allemands. Hein. Vous ne ferez pas des Allemands, vous ne ferez pas des bons Allemands avec des Turcs, hein, ou des Maghrébins. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas un jugement. Là aussi, il y a des civilisations différentes, c'est tout, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les gens qui pensent que l'Allemagne est un bon crédit sont idiots. Parce que dans 30 ans, leur monnaie ne vaudra plus rien. Mais nous, on a fait des enfants. Mais quand on fait des enfants, on consomme plus, donc on a un déficit extérieur. Eux, ils ne consomment rien, donc ils ont des surplus extérieurs. Donc les surplus extérieurs de l'Allemagne sont la contrepartie de la démographie débile qu'ils ont. Et c'est ça qu'on nous donne comme modèle. Les Allemands ont accumulé 1000 milliards d'euros d'excédents sur nous. On appelle ça les target balance. Ils ont 1000 milliards d'euros et on ne les remboursera jamais, puisqu'on ne peut pas. Donc, si vous voulez, c'est un système complètement débile, quoi. Donc la monnaie fait sans doute partie du domaine régalien. Et c'est très difficile parce qu'il faut que la monnaie, c'est un bien commun. La monnaie, c'est le bien commun du pays. Mais il ne faut pas qu'elle soit privatisée, comme on a essayé de le faire au début des années 2000, parce que ça amène à des désastres, qu'on l'a vu avec le subprime. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit nationalisée sous le contrôle des crétins qui ont été élus, si vous voulez. Il faut qu'on trouve un système, un petit peu comme la Cour suprême aux États-Unis, où la monnaie est gérée par une espèce de comité de sages qui leur permet, ils sont constitutionnellement indépendants du système politique, qui était la Bundesbank. La Bundesbank, c'était un système où, dans le fond, les membres du conseil de la Bundesbank étaient responsables de la gestion sur leurs biens propres. Ce qui faisait qu'ils ne faisaient pas d'imbécilité, quoi. Donc, si vous voulez, encore une fois, la monnaie me semble en devoir faire partie. Il y a un autre domaine sur lequel j'hésite aussi, c'est l'aménagement du territoire. Il me semble, si vous voulez, j'ai vécu dans des pays, j'ai connu des pays comme le Liban ou des choses comme ça, où il n'y a aucun aménagement du territoire, où vous avez un coffre-fort au milieu d'un bidonville, quoi, si j'ose dire, un immeuble luxueux aux côtés d'un... Et c'est pas satisfaisant non plus. Il me semble que dans la mesure où on est dans un espace limité, dans une nation, il me semble que l'aménagement optimum de cet espace limité devrait faire partie aussi des privilèges étatiques. Parce que par exemple, vous ne pouvez pas laisser, comme on le fait en ce moment, des régions entières de France sans investissement structurel, quoi. Même si ce n'est pas rentable, c'est parce que c'est essentiel à la vie des gens qui vivent là-bas. On le voit avec les gilets jaunes. Donc, si vous voulez, pour moi, je mets les quatre fonctions régaliennes, plus l'aménagement du territoire et la monnaie. Et puis ensuite, des merdensisch, quoi. L'une des grandes idées de Locke, c'est que nul ne pouvait voler le travail de quelqu'un d'autre, quoi. Donc l'esclavage était interdit. Or, la GPA, c'est de l'esclavage, quoi. C'est un retour à l'esclavage, quoi. Donc il y a toute une série de choses qui sont interdites, et en général, elles doivent être interdites par la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. C'est la Constitution qui peut interdire un certain nombre de trucs où la loi n'a pas le droit d'aller. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est les couples d'homosexuels mâles qui prétendent avoir un enfant. Qu'une femme décide d'avoir un enfant qu'elle porte elle-même, même sans père,
Bon, c'est peut-être dommage pour le petit, mais ça me gêne beaucoup moins, parce que ça existe de tout temps. Si vous voulez, les mères célibataires, ça a toujours existé. Hein. Il y a eu un cas assez connu en Suède qui s'est produit, où donc deux homosexuelles femmes ont voulu avoir un enfant, elles ont demandé à un copain qui leur a rendu service. Et à ce moment-là, ensuite, elles se sont séparées, aucune des deux n'a voulu garder l'enfant, et le gamin, il est retourné chez son père, qui était un peu surpris quand même. Donc, si vous voulez, c'est qu'il y a aussi... ça crée des problèmes dans le droit de la famille. Donc, le pauvre gars, il avait rendu service, et il se retrouve avec... Il y a un autre cas célèbre aussi, hein, des Australiens qui avaient été faire un enfant en Thaïlande. Le petit est né trisomique, ils l'ont refusé. Ce sont des choses absolument abominables. Ce sont des débats de société, si vous voulez, qui ne peuvent être résolus, à mon avis, justement, qu'en posant la question de la société au travers d'un référendum, par exemple. Parce que ce sont des questions qui sont... c'est exactement comme l'avortement. Ben oui, moi je suis défavorable à l'avortement, si vous voulez, mais la loi est passée, ou la peine de mort, si vous voulez. Ce sont des choses... moi j'ai toujours été surpris que les gars qui étaient favorables à l'avortement étaient en général défavorables à la peine de mort, et les gars qui étaient favorables à la peine de mort étaient en général défavorables à l'avortement. Moi je suis défavorable aux deux. Au moins, je suis cohérent. Ouais. Ce que je veux dire, mais il y a un moment où il faut remplacer la loi par la morale, c'est-à-dire la conviction individuelle. Une morale collective, ça n'existe pas. Une morale collective, ça n'existe pas. La morale ne s'exerce qu'au niveau individuel. Il n'y a pas dans la religion catholique de péché sans conscience du péché. Donc, si vous voulez, vous pouvez penser que c'est un péché. Si la personne en face ne pense pas que c'est un péché, oui. Vous n'avez pas le droit de lui imposer, ça c'est de la morale individuelle. La morale individuelle, c'est la base. Vous ne pouvez pas avoir de libéralisme sans qu'il y ait une très forte morale individuelle chez chacun des personnes, chez chacune des personnes. Ce que disait Solzhenitsyn, j'ai longtemps pensé qu'il fallait essayer de promouvoir le bien et d'empêcher le mal, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que dans chaque homme, il y avait une ligne de fracture et que c'était lui-même traversé et par le bien et par le mal. Donc ce que vous devez faire, c'est réfléchir indépendamment et vous améliorez vous. Et dans la mesure où vous améliorez vous, si tout le monde suit le même genre de processus, le monde s'améliorera. Vous ne pouvez pas avoir d'amélioration du monde, du collectif, sans amélioration de chacun des individus. Oui. C'est la seule solution. C'est ce que le Christ nous dit. Hein. Dieu ne sait compter jusqu'à un. C'est grosso modo... le nazisme, il voulait le bien commun des Allemands, hein, ou c'est le communisme, il voulait le bien commun de la classe ouvrière, etc. Donc, si vous voulez, dès que vous commencez à projeter sur les autres ce qui est votre morale individuelle, le totalitarisme n'est pas loin. La seule chose que vous devez dire, c'est qu'il y a la loi qui est censée exprimer le bien commun, et vous avez votre morale individuelle. Il y a des choses de la loi que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Si ça devient insupportable dans un pays parce que ça devient trop en opposition à votre morale individuelle, vous partez. C'est ce que j'ai fait en 81. En ce qui me concerne, je ne vois pas du tout pourquoi on devrait accepter en France des lois qui ne sont pas originaires de France et qui n'ont pas été votées en France. Donc, c'est les gens qui, on peut tout à fait dire en France, une femme n'a pas le droit de sortir voilée. Ça fait partie du domaine de la loi. Et si elle veut sortir voilée, elle peut partir en Arabie Saoudite, il n'y a aucun problème. Elle n'aura aucun problème là-bas. Donc, ce qu'on ne peut pas avoir, c'est deux corps philosophiques différents dans le même pays. Mais ça, c'est à la puissance publique de faire régner l'ordre. Ce que je ne veux pas, c'est qu'une espèce de toute petite minorité décide à Paris de ce qui va marcher pour toute la France, parce que ces gens-là ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Le bien commun, ça suppose que ceux qui sont intéressés à ce bien commun votent eux-mêmes sur ce bien commun. Sur les enjeux de civilisation, je ne vais pas attendre les conseils, je ne sais pas, de M. Fabius, ou de M. Bascu, ou de M. Macron, ou de M. Juppé, ou de Chirac, etc., parce qu'ils n'ont jamais été très très hauts dans mon estime sur l'intérêt qu'ils avaient pour le bien commun. J'ai un grand plaisir à regarder les jolies femmes, les autres aussi d'ailleurs. Donc, si un type a une jolie femme et qu'il la cache à tout le monde, c'est un gros jaloux, c'est un gros égoïste. Moi, je trouve qu'il est de mon droit
de regarder les femmes dans la rue et de me dire, tiens, celle-là, elle est mignonne. Et c'est ça qui fait la société française, c'est cette espèce d'équilibre entre les hommes et les femmes. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, on vit dans un monde libre, ils peuvent aller, encore une fois, en Arabie Saoudite, au Yémen, au Qatar, où on les maintiendra, ou au Pakistan. Et ça ne me gêne pas du tout, ça. Je ne les empêche pas de partir. Que mes filles ne puissent plus circuler dans le métro à Paris autrement qu'habillées comme des pauvresses, parce que sinon elles se font attaquer si elles sont mignonnes et qu'elles sont un peu sexy, ça me gêne énormément. Parce que les autres, ils attaquent nos femmes si elles sont pas habillées de façon modeste, comme ils disent. Mais je considère que c'est un droit absolu de la femme de ne pas s'habiller de façon modeste si elle en a envie. Je suis libéral, chrétien et conservateur. Alors, mais conservateur, pas dans le sens français du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien changer. Dans le sens anglais du terme, c'était Burke. C'est-à-dire que pour moi, Burke, c'était un grand homme, quoi. Parce qu'il a tout compris, il a tout analysé, il en a toujours tiré les bonnes conclusions. Non, mais tout à fait, moi je suis burkien autant qu'on peut l'être. La Révolution, c'est là où la France s'est suicidée, oui. Si vous voulez, il y a deux révolutions. Il y a Philippe Nemo qui a écrit un très bon bouquin sur les deux révolutions françaises, dans lequel il explique de 1789 à 1792, ça a été à peu près, puis à partir de 1792, c'est devenu du grand n'importe quoi. Il y a eu une série de cinglés qui ont pris le pouvoir et qui ont commencé à couper la tête à tout le monde. C'est justement ce que les Anglais ont toujours réussi à éviter, les espèces de périodes, sauf la guerre des Deux Roses, où ils se sont bien mis sur la gueule, mais enfin c'était il y a longtemps. Ils sont bien... Donc, pour moi, il faut simplement, comme disent les Anglais, discuter entre gens de bonne compagnie. Mais la différence entre l'Angleterre et la France est assez simple, c'est que l'Angleterre est un pays aristotélicien, c'est-à-dire ou socratique plutôt, où on discute, on sait que la vérité est inatteignable, mais on s'en rapproche par la discussion entre gens de bonne compagnie. On essaye de trouver ce qu'ils appellent des wonderful compromises, un compromis merveilleux, vous savez. Ça, c'est l'Angleterre. Et la France est un pays platonicien qui pense que les gens les plus intelligents doivent imposer aux autres ce que les gens les plus intelligents trouvent comme désirable. C'est une imbécilité foudroyante, quoi. Donc on est gouverné par des rois philosophes depuis je ne sais pas combien de temps, et on va de désastre en désastre, et Donc si vous voulez, encore une fois, la solution, c'est l'État n'intervient pas, sauf en cas de trouble à l'ordre public. Puis la chute du mur de Berlin, c'est pas du libre-échange. Le libre-échange suppose justement la liberté dans les deux parties. Je vous donne un exemple assez sot, mais qui est réel. L'armée chinoise, comme vous le savez, a mis des centaines de milliers de Ouïghours dans des camps de concentration. Vous savez, parce qu'ils sont musulmans. Les Ouïghours, c'est les gars qui habitent au nord-ouest de la Chine, là-haut. C'est les anciens Tartares, etc. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait l'armée chinoise avec ces gars-là? C'est qu'ils ont fait d'immenses plantations de tomates dans lesquelles ces gars-là travaillent comme esclaves. Ils prennent ces tomates, ils ont fait acheter des tas de machines en Italie pour faire du concentré de tomates, et ils vont le vendre partout dans le monde à des prix complètement cassés. Et donc, en Afrique, etc., tous les fabricants locaux de pâtes de tomates ont été liquidés. J'appelle pas ça du libre-échange. J'appelle pas ça du libre-échange parce que moi, je ne peux pas aller vendre des tomates en Chine, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, encore une fois, le libre-échange, ça suppose la liberté des deux côtés. Si d'un côté, vous avez une société qui est des esclaves et de l'autre côté, une société marchande, les esclaves vont foutre en l'air parce qu'ils sont beaucoup moins chers, puisque vous ne les payez pas. Donc le libre-échange entre deux démocraties ne me gêne pas des masses, puisqu'on peut penser que les avantages sociaux se compensent ou j'en sais rien. Et puis encore une fois, si vous voulez, la Chine, que j'aime bien, je connais bien la Chine, a beaucoup manipulé son taux de change. Donc il n'y avait même pas la liberté d'échange. Donc en quoi est-ce du libre-échange? Je vous donne un autre exemple que j'ai cité aussi dans une de mes interviews. C'est qu'à côté d'Avignon, là au pied du Mont Ventoux, il y a des magnifiques cerisiers qui font une espèce de cerise noire absolument prodigieuse. Et puis je ne sais pas pourquoi, la Commission européenne a décidé qu'il ne fallait plus mettre je ne sais quel insecticide dessus. Bon.
Du coup, la production a beaucoup baissé et tout et tout. Bon, personne n'avait été jamais malade avec ces cerises, aucun problème. Enfin bref, ils ont des tas de problèmes. Et du coup, on reçoit des tonnes et des tonnes de cerises en provenance de Turquie qui sont couvertes de cet insecticide. Donc, encore une fois, au libre-échange. Si on veut empêcher les cerises d'être infectées par ces insecticides, il faut empêcher les cerises turques de rentrer. Vous faites passer des lois et des réglementations à la noix, et puis vous laissez rentrer les trucs librement des gens qui ne respectent pas ça et qui sont dans le pays d'à côté. Donc, ben oui, ça ne marche pas, quoi. Regardez, l'Allemagne émet 6 fois plus de CO2 que la France. 6 fois plus, puisqu'ils ont fermé toutes leurs centrales nucléaires et qu'ils brûlent du charbon. Ben, si M. Macron était aussi sensible au CO2, ben, il dirait, vous savez quoi, vos bagnoles allemandes, elles produisent 6 fois plus de CO2, on va leur mettre une taxe spéciale, quoi. La principale responsabilité des délocalisations, c'est les impôts extraordinaires qu'on fait subir au travail en France. On dénonce les entreprises, alors que c'est l'État français qui est responsable. Si l'État français était bien géré, il n'y aurait pas de délocalisation, parce que les enfants français travaillent mieux que personne. Encore une fois, il faut trouver la cause première. La cause première, c'est pas difficile. Si vous gagnez moitié moins en France qu'à l'étranger, vous vous décolonisez. Moi, quand je suis arrivé à Hong Kong, en 2001 ou 2002, il y avait 5000 Français qui étaient là, d'après le consul, qui était un copain. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Vous avez 25 000 qui sont tous des chefs d'entreprise, tous des gars qui ont lancé des affaires. Mais pourquoi? Parce qu'à Hong Kong, vous payez 15% d'impôts, ils ont un excédent budgétaire, il n'y a pas de droit social, il n'y a pas de droit à vous payer vos impôts, personne ne vous embête. Et si ça marche, c'est pour vous, si ça ne marche pas, vous prenez un bouillon, quoi. Tandis qu'en France, si ça marche, on est considéré comme un criminel si par hasard on gagne de l'argent. C'est quand même bizarre. Faisons comme en Suisse. En Suisse, si vous voulez, ils ont le choix. Ils peuvent choisir leur protection médicale, ils peuvent choisir leur fonds de retraite. Il n'est pas géré par les Arco, je ne sais pas trop quelle saloperie. Ils peuvent la sécurité sociale, il n'y en a pas, mais vous vous assurez. Prenons un autre exemple qui, moi, me paraît passionnant. C'est l'éducation. Quand la Suède a fait faillite en 92, parce qu'elle a fait faillite en 92, selon les gens se souviennent, tout le monde disait, ils s'en sortiront jamais, ils avaient 120% de dette par rapport au PIB, etc. Ils ont fait un truc qui n'était pas bête. Ils ont dit, bon, écoutez, on va faire une grande enquête, et on va poser la question suivante, est-ce que vous voulez que tous les enfants soient bien éduqués? Tout le monde a dit oui. Est-ce que vous voulez que les impôts payent pour cette éducation? Tout le monde a dit oui. Et est-ce que vous voulez que cette éducation soit délivrée par des fonctionnaires? Tout le monde a dit non. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un chèque éducation à chacun des parents. 7 parents ensemble peuvent créer une école. Il y a liberté de création des écoles. Et les écoles qui marchent bien se développent, puisqu'elles reçoivent plein de chèques d'éducation. Les écoles qui sont mauvaises ferment. Et les maires sont très attachés à cette réforme, parce qu'une bonne école, ça fait monter l'immobilier dans l'endroit où elle est. Donc, là encore une fois, on est passé d'un État fournisseur à un État prescripteur. Ils ont fait la même chose pour les retraites, ils ont fait la même chose pour les transports en commun, ils ont fait la même chose pour l'hôtellerie dans les hôpitaux. Donc, tout ça, il n'y a aucune raison que ça soit fait par des gars syndiqués à la CGT. On ferme les écoles dans tous les villages. Donc la situation n'est pas satisfaisante. Donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, les mères de famille, 7 mères de famille se réunissent et font une école. Et on vous interdit de faire une classe avec 7 enfants. S'il y a les mères qui sont là, elles touchent leur chèque. Puis voilà, c'est moins cher que de prendre le petit et de l'amener à 30 km à l'école du coin. Alors, et puis bon, ce qui se passera, c'est peut-être que le village où il n'y a que 4 ou 5 enfants, les parents ils se mettent dans le village d'à côté où il y en a 40. Il ne faut pas oublier que les gens peuvent bouger. Hein. Non, mais encore une fois, il faut laisser la liberté aux gens. Parce que comme ça, ils sont responsables de ce qu'ils font. Vous savez, la seule politique sociale qui marche, c'est le plein emploi. Hein. À partir du moment où il y a le plein emploi, c'est fou comme... regardez par exemple aujourd'hui aux États-Unis, il y a le plein emploi. Les food stamps, vous savez, c'est ce qu'on donne, les paniers de nourriture qu'on donne aux gens les plus pauvres, il y a un véritable écroulement de la demande, quoi.
Parce que les gars gagnent suffisamment d'argent, ils n'ont plus besoin des food stamps. Il ne faut pas oublier que la France est un pays qui a choisi le chômage. Parce que si vous avez... le but des hommes politiques, c'est quand même d'appauvrir les gens de façon à ce qu'ils soient dépendants de l'État. Une société prospère est une société... Est-ce que vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Si la Suisse est le pays le plus riche du monde et le plus tranquille du monde, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien. Oui, il y a peut-être une relation de cause à effet, quoi. Il ne faut pas oublier que le politicien, c'est celui qui cherche à rendre les autres dépendants de lui, de façon à ce qu'ils votent pour lui à nouveau. Je suis un vieux marxiste, moi, vous avez dû le remarquer. Et Marx avait une idée qu'il avait piquée à Ricardo, mais qui est vraie, c'est que les infrastructures économiques déterminent la structure politique. Bon, alors au 19e, on avait eu des infrastructures économiques avec d'énormes aciéries, d'énormes mines de charbon et tout, donc c'était des grosses pyramides, comme ça, avec le chef en haut qui donnait des ordres et ça descendait comme ça. Donc on a créé un immense État pyramidal. Aujourd'hui, la création de valeur s'est faite dans des sociétés complètement horizontales, du style Google ou compagnie. La Suède a su parfaitement s'adapter, elle a horizontalisé son État. Il n'y a quasiment plus personne qui travaille dans l'éducation nationale et maintenant, mais il y a par contre un corps d'inspecteurs qui va voir que les... Bon. Donc le grand défi pour la France, c'est de passer d'une structure étatique pyramidale à une structure étatique horizontale. Parce que la structure pyramidale ne peut plus lever les impôts. Pour une raison assez simple, c'est que si vous êtes dans une structure horizontale qui est dominée par les ordinateurs, la richesse, c'est des 0 et des 1 dans un ordinateur. Ben, vous ferez apparaître ces 0 et ces 1 où vous voulez, et certainement pas à l'endroit où ils sont le plus taxés. Donc, si vous voulez, la structure pyramidale ne peut plus se financer en France, compte tenu du fait qu'en France aussi, le système est en train de devenir horizontal. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si on n'essaye pas une transformation horizontale, on a peut-être une histoire de centralisation et tout, on est foutu comme l'Union soviétique l'a été. Il n'y a pas de sortie. C'est une loi, si vous voulez. La France doit bouger vers un État horizontal, sinon elle est cuite. On pourrait interdire aux fonctionnaires d'être élus. Puisque aujourd'hui, si vous voulez, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, les 3 plus vieilles démocraties du monde, le fonctionnaire est non éligible. Il peut se présenter à l'élection, mais il doit donner sa démission avant, et il ne revient jamais dans la fonction publique. Dans le Parlement britannique, vous avez quelque chose comme 600 professions. Dans le Parlement français, vous en avez une trentaine, qui sont toutes plus ou moins reliées à l'État. Donc si vous aviez les corps étatiques qui est fait que de fonctionnaires, le pouvoir politique qui est fait que de fonctionnaires, si c'était que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures en faveur des garçons coiffeurs. Donc ils prennent des mesures en faveur des fonctionnaires parce qu'ils sont tous fonctionnaires. Donc la première des choses, c'est de sortir la fonction administrative de la fonction politique. Il faut le dire vite, parce que la première des choses qu'il faisait, c'était d'essayer d'enlever tous les pouvoirs à l'Assemblée, de façon à les exercer lui-même de façon dictatoriale. Donc je dirais que lui, il a concentré le pouvoir dans la pointe de la pyramide, à la place d'en laisser un tout petit peu en dessous. Il y a toute une série de choses qu'on pourrait pas privatiser, mais désétatiser. L'éducation nationale, ce serait le premier. Ce serait déjà, qui est devenu, comme je l'ai déjà dit, une fabrique de crétins. Vous pouvez aussi faire le système qu'on a fait à Singapour pour la sécurité sociale. La sécurité sociale, ils ont fait un truc que j'ai trouvé très astucieux. Ils ont dit, chaque Singapourien a, au début de l'année, mettons $5 000 de Singapour à dépenser pour sa santé. Voilà, bon. Et si vous dépensez que 2 500, on fait 50-50. Il en avait 5 000, l'État lui renvoie 1 250, sans impôt, c'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. Mais l'État en garde 250 pour les gars qui dépensent plus de 5 000. Et ça marche très très bien. Si vous dépensez que la moitié de ce que vous êtes attribué, moi je ne suis jamais malade, alors j'aurais touché mon pognon pendant des années. Et à ce moment-là, mais l'État, en même temps, j'aurais financé de l'autre côté les pauvres gars qui, eux, ont malchance d'être malades. Donc il y a des tas de trucs qu'on peut faire, c'est pas difficile. Et c'est pas toujours des contrôles qui marchent. Si vous donnez l'incitation aux gars, vous leur filez du pognon en cash, c'est fou comme ils comprennent le message tout de suite, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est des phénomènes de marché. Il faut réintroduire le marché dans l'offre étatique, de façon libre. Pour qu'une société fonctionne, il y a 3 individus qui sont nécessaires. Il y a celui qui a du capital, il y a celui qui a du travail, et il y a celui qui prend du risque au milieu. C'est l'entrepreneur.
Donc le grand problème, si vous voulez, c'est qu'il faut que le risque soit rémunéré. L'ennui, c'est qu'en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne depuis un certain temps, les banques centrales sont tombées sous la coupe d'une série de malfaisants qui maintiennent des taux d'intérêt très bas, ce qui leur permet d'emprunter à des taux très bas pour acheter des sociétés existantes, leur coller des dettes dessus, vendre ces dettes une fois que nos dettes coûtent aux compagnies d'assurance puisqu'il n'y a plus aucune rentabilité dans les placements normaux, virer la moitié des gars, bouger dans un cash flow positif, racheter les actions en bourse et se faire une fortune énorme. À aucun moment, ces gens-là ne prennent le risque. Donc la seule façon pour qu'une société, que le capital et le travail soient rémunérés complètement, c'est qu'on ait les taux d'intérêt de marché qui empêchent le gars qui est proche de la banque centrale d'emprunter de l'argent à bon marché pour acheter des actifs qui existent déjà. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gens achètent des actifs qui existent déjà avec de l'argent emprunté, mais ils ne créent pas de nouveaux actifs. Donc les riches deviennent de plus en plus riches puisqu'ils ont de plus en plus d'actifs, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce qu'il n'y a pas de gain de productivité, et à la fin, vous avez Trump. Donc encore une fois, l'intervention de l'État pour maintenir des taux d'intérêt bas qui sont soi-disant bons pour le petit peuple, c'est une saloperie. Ça, c'est bon pour les salopards qui font des LBO, c'est très mauvais pour les petits gens dont l'épargne n'est pas rémunérée et dont le salaire n'augmente plus, mais par contre, tous ceux qui sont près de la banque centrale, si vous voulez, eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Donc encore une fois, ramenons les prix de marché et cessons de croire qu'une intervention dans les prix par l'État amène à des résultats favorables. Si les taux étaient ramenés à des niveaux normaux, il y a des tas de gens qui perdraient plein de pognon, ceux qui ont acheté des obligations de gars qui ne peuvent pas rembourser. Et bien ce serait bien fait pour leur gueule. Et il y a des pays qui sauteraient, au moins on sortirait de l'euro, on arrêterait, on retrouverait des prix de marché. Encore une fois, qu'est-ce qui vous permet de penser que l'Union soviétique, les 20 dernières années de Brejnev et de Gorbatchev et tout, c'était l'horreur, tout le monde savait que ça ne marchait pas, et personne n'osait bouger. C'est là où on est aujourd'hui. En France, on se dit, putain, il ne faut pas bouger, parce que si on bouge, si on augmente les taux, tout saute. Ben oui, tout saute, puisque c'est un système inviable. Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire encore une fois ce que les Suédois avaient fait en 92. Ils ont dit, on récupère les banques, on sauve les banques, personne qui a un dépôt ne perdra quoi que ce soit, on nationalise les banques, et on met en prison les dirigeants. C'est les trois choses que les Suédois ont fait, les Islandais aussi. 3 ans après, vous les remettez dans le marché, vous faites 3 fois votre mise. La monnaie n'appartient pas. Si vous voulez, encore une fois, la monnaie appartient à l'État. Donc si elle en a délégué certains à des banques, et que les banquiers font n'importe quoi en partant du principe que si ça marche, c'est pour moi, si ça ne marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, ben, il faut qu'il aille en prison. Et il faut que les actionnaires et les obligataires perdent tout, de façon à ce qu'ils ne recommencent pas la fois d'après. Eh ben, c'est une saloperie inimaginable. Ça a foutu l'Europe. Vous allez voir le drame que ça va créer, ça. Parce que le jour où le quantitative easing arrête, les taux d'intérêt se mettent à monter, tout le monde saute. Tout le monde saute. Si vous avez filé de la cocaïne à des gars, puis si vous arrêtez, ben, ils vont tous faire une crise. Hein. L'Europe est en état de délirium tremens, quoi. Il faut mettre les responsables en prison. Parce que la crise de 2008 était la crise la plus importante depuis 1929. Il n'y a pas eu un gars en prison. Quand il y a eu la crise des savings and loans sous Reagan, il y a eu une déréglementation de l'argent, et bon, il y a eu 4000 dirigeants de savings and loans qui ont été en tôle. Là, 0. Donc vous avez une classe dirigeante qui s'est mise au sommet et qui s'en met plein les fouilles en manipulant les taux d'intérêt, parce que ça leur permet d'emprunter à bon marché, puisqu'ils ont beaucoup d'actifs, pour acheter des actifs, les surleverager, et comme ça se faire plein de pognon. Et bien ça, c'est un crime contre le marché libre. La Suède avait 130% de dette, elle en a 60 aujourd'hui, elle a réduit sa dette de moitié, parce qu'elle a libéré l'économie. Elle a libéré l'éducation, elle a libéré les transports, elle a tout libéré. Donc maintenant, ils ont un taux de croissance, ils ont des excédents budgétaires, ils ont des excédents extérieurs, et ils ont ramené leur dette de 120. Ce n'est pas les taux d'intérêt bas qui créent la croissance. Ce qui crée la croissance, c'est déréglementer les secteurs qui permettront la croissance, et la croissance permettra de rembourser la dette. Il ne faut pas se tromper. Il y a une différence essentielle que les gens ont du mal à comprendre, qui est apparue au XVIIe siècle, entre la monnaie et la richesse.
si la monnaie est bien gérée, c'est la contrepartie de la richesse. Mais ce n'est pas en créant plus de monnaie que vous allez créer plus de richesse. Or, la plupart des imbéciles dans l'histoire, comme le gars au Venezuela, etc., ils pensent qu'en créant plus de monnaie, vous allez créer plus de richesse. C'est une confusion invraisemblable. La monnaie, c'est une représentation fictive de la richesse. Non, il faut simplement que les gens aient confiance. Parce qu'un étalon de la monnaie, si vous voulez, ça veut dire que à ce moment-là, mettons que ce soit un étalon or, vous avez une quantité limitée d'or produite dans le monde, et si la production se développe massivement parce qu'on a une bonne période, j'en sais rien, à ce moment-là, les prix baisseront et vous aurez de la déflation et ce ne sera pas juste. Donc il faut que ce que disait Milton Friedman, qui était un vieil ami, il disait c'est pas difficile, vous remplacez les banques centrales dans le monde entier par un ordinateur dans chaque pays qui produit 3% de monnaie nationale de plus par an. Et puis il ne fait rien d'autre. Et vous fermez les banques centrales et tout. Donc tout le monde sait que la quantité de monnaie augmente de 3% par an. Et ensuite, c'est démerden sich, chacun met le prix qu'il veut dessus, emprunte ce qu'il veut, mais on arrête les banques centrales. Les banques centrales sont... Il faudrait fermer toutes les banques centrales tout à fait cessantes. Ce sont des malfaiseurs, des malfaisants et des brigands en plus. Le retrait de chapeau, ça ne me jette pas du tout. Le retrait de chapeau du patron de Peugeot, etc., c'est beaucoup moins. Prenez l'exemple, par exemple, d'un homme comme monsieur, allez, on va en prendre un au hasard, tiens, Ayrault. Jean-Marc Ayrault. Bon, Jean-Marc Ayrault, il touche une retraite de professeur d'allemand. Il touche une retraite de maire de Nantes. Il touche une retraite d'ancien député. Il touche une retraite de président du Conseil général, etc. J'avais fait des calculs. Jean-Marc Ayrault, il touche à peu près 400 000 € par an de retraite. Toutes payées par nos impôts. Très bien. Il s'est dévoué à la France, c'est admirable, je suis très content pour lui. Mais si moi, homme d'affaires, indépendant, je voulais avoir une retraite après impôt de 400 000 € par an, il me faut un capital, compte tenu de taux aujourd'hui, de 40 millions d'euros. Donc la retraite chapeau du gars de Peugeot ne me gêne pas du tout, parce que c'est dans son contrat, c'est le secteur privé qui paye, c'est pas mon problème. Mais je me demande pourquoi on ne met pas un impôt sur la fortune à M. Marc Ayrault pour ces 40 millions de fortune implicite qu'il a et qu'il va transmettre à sa femme. Mais moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'un homme comme De Gaulle, quand il a pris sa retraite de colonel. Il avait la solde de colonel. Il a refusé de toucher tout le reste. Il me semble que la première des économies qu'on pourrait faire, plutôt que de s'intéresser aux retraites chapeau du secteur privé, c'est que pas un gars qui est payé par les impôts ne puisse avoir plus d'une retraite. Il choisit laquelle. Mais il ne peut pas avoir 5 retraites. Le problème, c'est pas de faire des économies dans le secteur privé. Le secteur privé, il s'en met pas plein les fouilles, hein, sauf les gars dans les banques, etc. Le problème, c'est comment vous empêchez les gars du secteur public de s'en mettre plein les fouilles. Si les gars de Peugeot payent trop, le cours de Peugeot s'écroule, et Peugeot est racheté par des gens extérieurs, et la famille Peugeot est ruinée. Tandis que là, à ces gars-là, il n'arrive jamais rien, il n'y a pas de façon de les liquider. Monsieur Bon, qui avait été, je crois, France Télécom, je sais plus quoi, il se vantait d'avoir un salaire très bas. Parce il a fait perdre 100 milliards, tellement il était nul. Et un homme comme monsieur, le patron de Score, Kessler, il a pris une société en faillite, qui avait été foutue en l'air par un corneau avant, etc. Et il l'a redressé, et maintenant c'est le 3e ou 4e mondial. Il est très bien payé. Vous savez, ne pas payer les gens compétents pour des raisons d'indécence, ça veut dire que vous allez avoir que des gens incompétents, vous allez avoir que des Michel Bon partout. Donc, foutez la paix au secteur privé, c'est au secteur privé de déterminer librement la rémunération, les actionnaires, le conseil d'administration. L'Assemblée générale, c'est voté, et je vous assure que les émoluments de Kessler sont votés à chaque fois avec enthousiasme par l'Assemblée générale. Mais encore une fois, c'est une forme de démocratie. Celui qui a le droit à la parole dans une société, c'est celui qui a des actions. C'est aussi celui qui achète les produits. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'achetez pas de produits. Mais encore une fois, n'allez pas foutre la main de l'État là où elle n'a rien à faire. Votre préjugé moral sur ce qui reste nécessaire ou pas nécessaire n'a pas à être imposé aux autres. C'est votre avis, mais vous n'avez aucun droit de l'imposer à quiconque. Votre morale, honnêtement, on n'en a rien à foutre. Mais rien.
Parce que c'est votre impression, et puis c'est tout, quoi. C'est simplement peut-être parce que vous êtes jaloux. J'en sais rien, moi. Ben ça, c'est du capitalisme de connivence, il faut l'interdire. Ouais. Moi, je suis contre le capitalisme de connivence et pour la liberté de rémunération dans les gens qui sont dans un système concurrentiel. Mais le capitalisme de connivence, si vous voulez, si ça marche, c'est pour moi, si ça marche pas, c'est pour le payeur d'impôts. Ça, c'est inacceptable. Ça devrait nous amener tous ces gars-là en prison. La loi n'est pas la même pour tous. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un système libéral. Les pays d'un SMIC ont un chômage élevé. Il n'y a pas de SMIC en Suède. En Suisse non plus. En Allemagne, il n'y en avait pas jusqu'à ce que Mme Merkel le mette. Mais celle-là, elle est tellement nulle que c'était pas étonnant. Si je suis musulman, je vois pas pourquoi je ne travaillerai pas le dimanche. Je ne veux pas travailler le vendredi, mais le dimanche. Si je suis juif, je veux bien travailler, pas travailler le samedi. On appelle libéralisme une saloperie qui n'a rien à voir avec le libéralisme, qui est le capitalisme de connivence, c'est-à-dire que les gens qui sont près de la Banque centrale peuvent emprunter à des taux extraordinairement bas, de façon à acheter des affaires en s'endettant comme des fous. Et une fois qu'ils ont s'endetté comme des fous, l'affaire devient difficile à gérer, donc ils virent la moitié des gens. Et il me semble que moi j'ai eu des affaires que j'ai créées. Une affaire, c'est une espèce d'affection sociétatiste de tous les gens qui sont là à la fois. Et ça permet ceux qui ne sont pas actionnaires ont quelque part aussi droit à l'affaire. C'est un droit moral, ils ne peuvent pas l'exercer. Mais ils sont là, ils ont aidé, ils ont poussé, etc. Bon, ils ne sont pas actionnaires, mais ils ne sont pas... Et donc, foutre les gens à la porte, qui ont travaillé là pendant 20 ans, de façon à permettre à un gars qui n'a pris aucun risque, puisqu'il a pu emprunter pas cher, de virer tous ces gars-là, ça me semble une abomination. Et c'est ça qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme, c'est ce qui permet l'amélioration du sort du consommateur. Là, le libéralisme tel qu'on l'a institué, ça permet l'amélioration du riche. Si vous voulez faire rire un Chinois, vous lui parlez des 35 heures. Le type, il n'en peut plus de bonne heure. Mais à partir du moment où vous créez le chômage, vous êtes obligé de rester. La fille est obligée de rester se faire violer par son petit patron, parce que sans ça, elle ne va pas avoir de boulot. Oui. Donc, si vous voulez, encore une fois, la seule politique sociale, c'est plein emploi. Et il faut laisser, pour qu'il y ait un plein d'emploi, il faut laisser les entrepreneurs libres de créer des emplois. Oui. Qui crée des emplois? Il n'y a pas un emploi qui n'a jamais été créé par l'État. Ouais. Moi, quand j'ai pas aimé les résultats des élections françaises, je suis parti en Angleterre. Mais il suffit qu'il y en ait suffisamment qui le fassent pour que ça change. C'est ce que disait Burke. Il suffit que des hommes de bonne volonté se lèvent pour empêcher qu'un pays soit déshonoré. Et la condition d'animal domestique entraîne la boucherie. À partir du moment où vous acceptez que vous êtes un animal domestique, que vous allez être protégé, que vous n'êtes pas libre, et ben vous terminez à l'écarisseur. Ben maintenant, vous pouvez accepter d'être animal domestique. Hein. Le dindon, il est très content de voir le type arriver pour le nourrir tous les jours, jusqu'au jour où le type arrive pour en faire une dinde de Noël. Mais pendant la moitié de sa vie, tous les jours de sa vie, il est extrêmement content de voir arriver le gars qui le nourrit. Parce qu'il se dit, chouette, il arrive, je vais bouffer. Ben, si c'est ça votre objectif pour les hommes, moi, c'est pas le mien. Ou c'est le pied de Staline, ou c'est la main invisible. Mais l'idée qu'il y a un moyen terme entre les deux, c'est pas vrai. Le seul moyen terme, c'est que vous traitiez, vous, patron, vos employés convenablement. Parce que vous êtes moralement chrétien. Mais c'est une notion de morale individuelle.